Bonjour à tous, bienvenue ce soir pour cette troisième édition du Mois de l'Architecture et du Patrimoine. Cet événement que nous avons organisé pour la première fois en 2022. C'est habituellement un mois de l'architecture et du patrimoine et cette année, exceptionnellement, nous sommes partis sur 2 mois. 2 mois de programmation autour du patrimoine, de l'architecture, de l'archéologie, assez variée puisque nous incluons aussi la fête de la science, le festival Pianoscope. Si vous y allez la semaine prochaine, vous pourrez avoir une introduction, par exemple, à l'histoire de la Basse-Œuvre avant certains concerts. Donc 2 mois de l'architecture et du patrimoine qui ont débuté cette année avec les Journées européennes du patrimoine. Et toute la programmation va donc continuer jusqu'au 17 novembre à Beauvais, mais aussi dans l'agglomération, puisque vous avez pas mal de visites qui sont proposées donc à Crèvecoeur-le-Grand, par exemple. Donc chaque année, ce mois de l'architecture du patrimoine est aussi l'occasion de faire un cycle de conférences. Ce mois-ci, au mois d'octobre, ces conférences auront attrait à un matériau très important de notre territoire, qui est l'argile. Cette argile qui, dans la conférence de ce soir, sera cuite avec la céramique architecturale. Le 24 octobre, on vous proposera un ciné-débat autour d'un film qui s'appelle Toucher terre. Et là, on évoquera davantage l'argile crue et notamment les constructions actuelles en argile. Donc ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir ma collègue Lauriane Mielet du service archéologique municipal, donc une référence dans ce domaine, céramologue depuis une dizaine d'années. Tous les spécialistes de la céramique du Beauvaisis, je pense, la connaissent. Elle va vous présenter aujourd'hui la céramique architecturale et décorative. D'habitude, on ne traite que Grébert. C'est vrai qu'à Beauvais, la céramique architecturale se limite souvent à la manufacture Grébert, mais on verra que c'est quelque chose de beaucoup plus vaste et qui a débuté dès l'Antiquité, le Moyen-Âge. Alors là, j'en dévoile pas trop puisque c'est ce qui était présenté dans le programme, mais je vais lui laisser la parole. Elle vous présentera ça bien mieux que moi. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Alors, en tant que céramologue, c'est vrai qu'il est plus habituel de présenter les ensembles de céramique qui proviennent de l'intérieur des maisons et non de l'extérieur. Pour ce soir, on va donc quitter la cuisine, la salle à manger pour sortir de la maison afin d'observer les éléments en céramique, en relief et en couleur sur les toits, les façades, mais aussi les jardins des maisons. On va regarder cette céramique architecturale qui est employée dans le Beauvaisis et plus particulièrement à Beauvais. Alors concrètement, qu'est-ce que la céramique architecturale ? Eh bien, ce sont des éléments réalisés à partir d'argile cuite, comme on vient de vous le dire, disposés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur d'un édifice. Alors, ils peuvent être visibles ou invisibles. Par exemple, les cheminées ou bien les poêles ici sont situés à l'intérieur d'un bâtiment. Ce sont donc des éléments visibles en céramique architecturale, tandis que les canalisations et autres tuyaux sont des éléments invisibles disposés à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Alors, on recense environ 7 catégories de céramique architecturale. La première, la plus large, est celle qui rassemble tous les éléments de toiture. Donc on y trouve tous les types de tuiles, qu'elles soient antiques, médiévales, modernes ou encore contemporaines. On a également tous les éléments de crête, fleurons, lanternes, mitres, etc. Viennent ensuite les éléments de toiture décoratifs, qu'on verra par la suite avec les épis de faîtage. Les éléments de maçonnerie qui rassemblent des briques antiques, médiévales et d'autres périodes, des éléments de maçonnerie décoratifs, des éléments de sol avec les carreaux de pavement ou encore les tommettes, les tuyaux, et puis une catégorie qui peut être peut-être un peu plus surprenante, tout ce qui est éléments de jardin, toujours en céramique avec les jardinières, les bordures, les fontaines, etc. Alors, vous voyez que c'est un domaine qui est très vaste et qui pourrait faire donc l'objet de très nombreuses représentations. Alors, pour ce soir, on va se concentrer essentiellement sur les éléments décoratifs, uniquement ceux en relief, pour délaisser les éléments plats comme les carreaux, dont le sujet est vraiment très, très large. Alors, ce thème va être abordé sans oublier que la majorité de ces terres cuites ont avant tout une fonction utilitaire, parfois combinée avec un certain symbolisme. Elles ont des fonctions qui vont évoluer avec le temps, d'où l'intérêt de les évoquer de manière chronologique, car la céramique architecturale existe depuis l'Antiquité. On la trouve ainsi déjà au Proche-Orient, où elle va être employée sur les murs des palais. Alors,
il est vrai qu'à Beauvais, pas de palais syrien, mais la céramique architecturale semble souvent se limiter, donc comme on vous l'a dit, à ces maisons du 19e siècle et du 20e siècle qui sont décorées par ces carreaux émaillés et ces éléments en relief. Un effet qui va être appuyé par de nombreuses conférences et d'expositions qui ont été réalisées notamment par le GREB, le groupe de recherche et d'études de la céramique du Beauvaisis, et qui portent essentiellement sur le 19e siècle et le 20e siècle. On recense au moins 7 conférences qui ont été faites depuis les années 1970 sur le sujet. À cela s'ajoute, entre 1992 et 1996, la constitution d'une collection par le service départemental pour la création d'un musée de la céramique architecturale à Auneuil, donc près de Beauvais, mais qui ne verra jamais le jour. Cependant, à Beauvais, comme ailleurs, les découvertes archéologiques témoignent bien que les maisons et les édifices publics étaient déjà décorés bien avant le XIXe siècle, comme on l'a évoqué. De plus, si la tradition potière du Beauvaisis est particulièrement bien connue pour ses nombreux ateliers de potiers depuis l'Antiquité, il ne faut évidemment pas oublier les nombreux ateliers de tuiliers qui existent dans la région. Puis, lors des périodes modernes et contemporaines, les ateliers de poterie communes, les manufactures locales aussi, vont réaliser de la céramique architecturale en même temps que la céramique classique pour le vaisselier. Alors, le service archéologique municipal de Beauvais s'attache depuis peu à réaliser des études exhaustives des terres cuites architecturales. On est d'ailleurs rattaché depuis un an au réseau TCA, donc TCA pour Terre cuite architecturale, qui regroupe des chercheurs spécialisés dans le domaine. Un domaine dont le matériel est bien souvent peu étudié par manque de temps, face à des quantités parfois très importantes de ce mobilier, mais aussi par un manque de connaissances qui limite l'identification des éléments. Alors, cette présentation pose des jalons pour un nouveau regard sur ce mobilier à travers les découvertes archéologiques effectuées dans la ville, et cela pour toutes les périodes. Alors, l'élément le plus ancien qui a été retrouvé à Beauvais et qui est certainement le plus caractéristique de la période antique, eh bien, ce sont les antéfixes. Les antéfixes, ce sont des éléments de tradition grecque puis romaine qui vont apparaître en Gaule avec le développement des toitures en tuiles, des tuiles qu'on appelle des tegulas. Ainsi, pour les découvertes les plus anciennes, elles vont être le témoignage de l'acculturation des élites gauloises, avec la volonté d'adopter et de copier les modèles de construction italiques. Alors, qu'est-ce qu'une antéfixe ? Eh bien, c'est un élément de toiture qui n'est à ne pas confondre avec l'antéfixe de la période médiévale, car pour cette période, il s'agit surtout d'une croix de pierre qui surmonte le pignon d'un bâtiment ou en bordure d'un toit. Ici, on est vraiment sur un élément qui est fait à partir d'une plaque d'argile qui a été moulée dans une matrice. En général, une antéfixe ne fait pas plus de 20 cm de hauteur. Sa première fonction, elle est utilitaire. Placée en bordure du toit, comme on peut le voir ici, elle est utilisée sur des tuiles courbes, qu'on appelle en latin des imbrex, et elles vont donc chevaucher et former une jonction sur les tuiles plates. Elles vont donc ainsi servir de point de contact, de joint, et étanchéifier la jonction et finir la ligne. D'ailleurs, cette surface, elle est souvent offerte aux intempéries et usée. La deuxième fonction, c'est une fonction décorative. Ces antéfixes, elles sont décorées en forme de palmettes ou de personnages paraissant sortir d'un fleuron, voire parfois on a des bustes imberbes avec des vêtements. Il peut y avoir aussi des inscriptions, et dans les antéfixes les mieux conservés, il y a des restes de peinture, couleur bleue, blanche ou verte. Ici, le but est de parfaire l'habillage du bâtiment. La dernière fonction, elle est symbolique. Ce point de la toiture, c'est le lieu de contact entre le ciel, la terre, le monde du divin et le monde humain. Cet antéfixe protège l'habitation et ses habitants. D'ailleurs, on peut remarquer sur les visages qui sont représentés, le plus souvent, ce ne sont pas des visages très souriants et il est souvent interprété qu'il s'agit d'une fonction protectrice, car ces visages amènent une crainte pour l'éventuel intrus qui voudrait pénétrer le bâtiment. Alors, de manière générale, les antéfixes en découverte restent assez exceptionnels. Peu d'exemplaires ont été trouvés dans chaque région de France et elles sont issues de contextes variés, le plus souvent urbains,
toujours retrouvés dans des positions secondaires, dans des zones de rejet ou de dépôt. On les trouve sous tout type de bâtiments, privés, publics, et si c'est un bâtiment public, il peut s'agir d'un bâtiment exceptionnel. Alors, je vais en venir à Beauvais. Pour déjà savoir les reconnaître, c'est donc très peu évident de les identifier, puisque, comme je vous le disais, la surface est usée par les intempéries. Pour Beauvais, on ne connaît que seulement 2 éléments qui ont été découverts. Le premier provient de la place Clémenceau et a été trouvé en 1991, donc juste ici. Ce fragment, en terre cuite marron-rouge, est similaire à celui d'une tuile de fabrication locale. Il mesure 15 cm de hauteur et sur la partie arrière, juste ici, on peut tout à fait voir la tâche qui était donc posée pour la toiture. Le décor représente celui d'un homme nu devant un motif qui a été interprété comme serpentiforme. Bon, ce soir, je dirais simplement qu'il s'agit d'un drap. Et il a été interprété au moment de sa découverte comme étant une divinité masculine. Aujourd'hui, aucun élément ne permet de confirmer cette interprétation. Il n'y a pas de datation précise pour cet élément, on sait juste qu'il est antique, car malheureusement, le contexte de découverte reste encore à être étudié. Alors, il est très probable que cet antéfixe ait été posé sur un bâtiment, probablement une maison assez aisée. La découverte suivante, elle a été réalisée en 1983 par Fernand Vateuve sur le site du pressoir Coquet. Donc là, on est à la limite ici de la ville. Elle a été retrouvée dans un contexte funéraire, dans un secteur où des tombes, de nombreuses tombes étaient aménagées justement dans des sarcophages réalisés en tuiles plates. Alors, le fragment identifié, vous voyez ici, il est seulement conservé sur sa partie arrière. Il n'y a pas malheureusement le décor avant. Mais la pâte, en tout cas, est bien celle d'une tuile antique, toujours de fabrication locale. Alors, voici les 2 seuls éléments pour cette période qui ont été retrouvés à Beauvais. Alors, il faut espérer que l'étude des fouilles du quadrilatère qui ont lieu actuellement va permettre d'amener des éléments nouveaux pour la période antique. Alors, pour ne pas rester sur notre faim, voici un autre antéfixe qui a été découvert à Goincourt, sur un site à la limite de Saint-Martin-le-Neu, donc on est à proximité de Beauvais, qui n'est connu malheureusement que par ce dessin. Il est représenté dans la notice archéologique de Louis Grave, réalisée en 1839 et dessinée par Jean-Baptiste Muret. Alors, cet antéfixe a été retrouvé dans une tourbière, plus exactement dans un four à chaux, avec d'autres antiquités également issues d'une nécropole, dont des vases en verre, des fers de lance, des javelots ou encore des glaives. Alors, il n'y a pas de datation précise pour cette pièce. Par contre, on voit bien qu'elle représente une tête de Gorgone, donc ici un thème transposé de la mythologie grecque et très courant dans le monde antique. Alors voici d'autres antéfixes avec des têtes de Gorgone qui est réalisé également en terre cuite. Alors, ce décor était également courant sur les boucliers et les éléments d'armure pour la période antique. Alors, ici, elle va avoir un rôle protecteur pour le monde funéraire, puisqu'elle va pétrifier les pilleurs et les malfaiteurs des tombes. Donc, c'est vraiment pour protéger. D'ailleurs, le même décor est connu sur des mascarons de sarcophages qui ont été découverts à Amiens lors de la période antique. Alors, la majorité des éléments que je vous ai montrés juste avant semblent réellement de fabrication locale, même si rien ne permet de s'en assurer. Mais il pourrait quand même s'agir d'importation, ça on n'en est pas tout à fait sûr. Il est important de garder en mémoire que le village d'Aumarais, à quelques kilomètres de Beauvais, ainsi que celui de Rainvilliers, sont connus pour l'Antiquité, pour avoir réuni des ateliers de tuiliers. On sait qu'une découverte fortuite réalisée dans les années 70-80 a permis de mettre au jour une antéfixe avec un décor d'homme nu habillé à la mode romaine. Malheureusement, je dis souvent malheureusement, mais bon, en fait, cette antéfixe n'est pas conservée et a été détruite. Elle avait été découverte sur un lieu supposé de tuilerie gallo-romaine, dans un site qui est bien connu des habitants d'Aumarais, qui trouvent régulièrement des rebuts de tuiles dans leur jardin. À ce jour, aucun site n'a été fouillé
et ne permet donc pas d'étudier et de confirmer les données sur la production de terre cuite architecturale de ce village. Alors, les découvertes sont bien maigres, mais il faut savoir que dans d'autres villes, notamment de Picardie, la découverte d'antéfixes pour les toitures donc, sont également très rares. Donc, voici des exemples pour Soissons ou encore Amiens. L'antéfixe n'est pas le seul élément en terre cuite architecturale qui existe pour l'Antiquité. Il en existe d'autres, et il serait tout à fait possible qu'un jour on en trouve sur Beauvais. Vous avez notamment ces faîtières décoratives, dont certaines sont composées de plaques triangulaires qui vont être alignées sous une forme de frise sur la toiture. Elles peuvent être aussi sous forme de motifs ajourés. Et puis alors là, vraiment, c'est une découverte exceptionnelle, un motif qui ressemblerait à des dauphins, donc une frise de dauphin qui serait représentée sur le toit. Ces types de faîtières, on les trouve dans une grande partie de la Gaule, entre le 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 6e siècle après Jésus-Christ. Alors, généralement, elles sont quand même sur les édifices cultuels ou les édifices à caractère funéraire. L'autre élément en céramique, ce sont ces appliques zoomorphiques qui représentent généralement des bucranes. Donc, vous avez la reconstitution ici, donc, qui vont être appliquées sur la façade de la maison. Et vous voyez d'ailleurs sur cette reconstitution, on retrouve cette faîtière à crête. Alors ces éléments sont faits à la main et on les trouve surtout en Gaule méridionale. Bon, peut-être un jour sur Beauvais, on ne sait jamais. Alors généralement, on les trouve dans les zones de sanctuaire. Viennent ensuite les protomées qui sont faits également à la main et qui ici représentent des têtes de bélier stylisées. Donc, ce sont des éléments attachés à une plaque d'argile que l'on va suspendre comme une applique murale sur la façade de la maison. Et enfin, le dernier type, c'est la cheminée décorative. Donc, c'est une pièce ornementale percée d'évents latéraux qui peut mesurer jusqu'à 60 cm de hauteur. De nombreux exemplaires ont été retrouvés en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Autriche ou encore dans le sud de la France. Elles sont souvent interprétées comme des lanternes ou des maquettes, mais il semblerait quand même qu'il s'agisse vraiment de cheminées pour la toiture. Alors, si nous venons de voir les éléments pour l'Antiquité, dont les antéfixes, il faut savoir qu'au Haut Moyen-Âge, ces éléments ne disparaissent pas tout à fait. Les antéfixes sont encore employés, notamment sur le toit des églises, lesquels étaient couverts de toitures à la manière antique. Et ces antéfixes sont des plaquettes carrées surmontées d'un fronton circulaire et qu'on va retrouver donc vraiment en bordure de toiture. Alors, il y a des exemplaires qui ont été retrouvés à Saint-Denis ou encore en Normandie. Donc, à Saint-Denis, il y a une vingtaine d'exemplaires qui ont été retrouvés et les plus anciens datent du 5e et 6e siècle. Alors, la forme est celle d'un masque humain sous une croix pâtée ici. Alors, ici, la fonction, elle est avant tout anthropopaïque, c'est-à-dire qu'on va protéger l'Église des agressions. Et comme on le remarque, à l'époque chrétienne, eh bien, c'est le visage qui a remplacé la tête de Gorgone. On n'utilise plus du tout le motif de Gorgone ou de Méduse. Alors, on va avancer dans le temps et on va arriver à la période médiévale. Au bas Moyen-Âge, la céramique architecturale va se diversifier et les éléments qui sont retrouvés à Beauvais vont se rattacher plus ou moins aux traditions décoratives du nord de la France. Alors, une première proposition de typologie avait été effectuée en 1985. Celle-ci rassemblait des faîtières à crête, dont on a parlé déjà auparavant, des épis de faîtage, également des pinacles. Par la suite, dans les années 90, vont être ajoutés des accessoires fonctionnels comme les mitres ou les aérateurs de grenier et de combles. Et à l'échelle de Beauvais, on pourra rajouter les briques à décor de plaquettes qu'on va voir par la suite. Alors, le premier de ces éléments sont justement les faîtières à crête, dont voici un exemplaire qui a été retrouvé sur la rue Chevalier. Donc, on est à proximité du futur théâtre du Beauvaisis. Cet élément a été retrouvé dans des grandes latrines et daté du XIIIe et XIVe siècle. Alors, la crête, elle est de forme triangulaire et elle fait corps avec la tuile et rappelle vraiment ces faîtières à crête que l'on voyait déjà pour l'Antiquité.
Alors ici, c'est une découverte qui a été réalisée dans une zone d'habitat, probablement modeste, et qui a donc quand même une fonction décorative. La pâte qui a été employée pour réaliser cette faîtière témoigne d'une fabrication locale, probablement issue du pays de Bray. Alors, dans d'autres villes du nord de la France, comme à Douai, on est presque certain que toutes les faîtières à Crète, entre le XIIe siècle et le XVe siècle, étaient de ce type. Donc, ce n'est absolument pas une découverte inédite. Alors, le prochain type de céramique architecturale, ce sont ces briques en relief, ici présentées uniquement par cette image. Alors, cette brique, elle est ici presque complète, de forme losangée, recouverte d'un vernis et datée du XVe siècle. Elle était posée sur la façade extérieure d'une maison à pans de bois de Beauvais. Et l'image, qui est extraite d'un article de 1873, nous indique déjà qu'au XIXe siècle, malheureusement, cette maison était détruite. La figure centrale représente Sainte-Barbe, encadrée de 2 motifs circulaires. Ces motifs, ils sont déjà connus sur des carreaux de pavement, comme ici ce fragment qui provient du palais épiscopal et qui a été retrouvé dans un contexte du XVe et XVIe siècle, qui va donc permettre vraiment de confirmer la datation de l'usage de cette brique, de la fabrication de cette brique, autour du XVe, début XVIe siècle. Des statuettes de Sainte-Barbe sont bien connues à Beauvais. 4 exemplaires ont été retrouvés. Il y en a un qui se trouve au musée de Sèvres, 2 autres au musée départemental de l'Oise, sans provenance connue et bien daté du XVIe siècle. Et puis voici un exemplaire qui a été retrouvé en 1994 lors des fouilles de l'IUT qui est située au 26 rue Michelet. Cette dernière statuette, qui est donc quasiment identique à celle de la brique, elle a été retrouvée dans un contexte de remblai, probablement lié à une maison située près du rempart de la ville. Alors Sainte-Barbe, elle est représentée sur cette statuette avec les mains jointes. Elle a une palme dans sa main, on voit mieux sur le dessin, et puis elle est accompagnée à côté de la tour qui est le symbole de son martyre. Ces Sainte-Barbe, elles sont réalisées à partir de moules qui vont donner des figurines qui mesurent entre 11 et 12 cm de relief. La pâte de la figurine, elle est fine, blanche, recouverte d'une glaçure jaune, jaspée de brun et de vert, et elle pourrait tout à fait se rattacher aux productions des ateliers de Savigny à l'ouest de Beauvais et qui ont produit des céramiques avec ce type de vernis au cours de la première moitié du XVIe siècle, voire peut-être un petit peu avant. Alors Sainte-Barbe, c'est la protectrice de la maison, de ses habitants, et elle fut notamment vénérée contre la peste et les épidémies. Elle est aussi protectrice des causes de mort subite. Alors, accessoirement aussi, elle est patronne des métiers en lien avec le feu, comme pour la période médiévale en tout cas, les arquebusiers, les artilleurs ou encore les fondeurs. C'était un culte très populaire au XVe siècle et XVIe siècle, et ce qui confirme encore une fois bien la datation de ce type de briques. Alors, normalement, on suppose que ces briques vont confirmer, souligner le rang social élevé du propriétaire de la maison. Alors ici, ces petites statuettes, quand elles n'étaient pas posées sur des briques, pouvaient aussi être utilisées comme plaques votives. Alors, d'autres briques vernissées pourraient tout à fait exister, puisque la maison dite maison aux faïences, qui était située rue de la Manufacture, avait au 2e étage, ici vous voyez sur la photo, des carreaux en demi-bosse qui représentaient Saint-Joseph et la Sainte Vierge. Alors c'est la seule photo que j'ai pu retrouver où on voit cette représentation qui n'est pas très nette. Alors, c'est une maison qui est datée de la fin du XVe siècle, début XVIe siècle, et qui est donc bien contemporaine de l'usage des briques que nous avons vues juste avant avec Sainte-Barbe. Alors, ces briques en relief, c'est une particularité à Beauvais, puisque ce n'est pas vraiment courant dans les Hauts-de-France, en tout cas pour les XVe et XVIe siècles. Pour Beauvais, ça reste la mention la plus ancienne d'un décor de façade en relief.
Alors on va arriver maintenant à l'élément le plus, on va dire, spectaculaire de la période médiévale. Ce sont les épis de fêtage. Alors ces éléments, on les trouve sur les toits des maisons, mais aussi sur d'autres édifices ou des éléments architecturaux, comme les ponts ou encore les entrées monumentales. Ils peuvent être en céramique, émaillés ou non, en plomb, en zinc ou plus rarement en cuivre ou en bois. Alors, avant tout, c'est un objet fonctionnel qui sert à protéger du pourrissement dû aux intempéries les poinçons d'assemblage de la charpente. Le poinçon, c'est cet élément qui se trouve ici. À l'époque, on ne coupait pas le poinçon afin de laisser la stabilité à la charpente. Et donc, on pouvait tout à fait le finir d'un épi de fêtage, un élément qui n'a aucune prise au vent. L'épi de fêtage, également, c'est un élément qui souligne l'horizontalité du toit pour créer un signal visuel de l'édifice. Il peut aussi servir d'enseigne pour indiquer le propriétaire d'un bâtiment. Il va devenir donc un élément visuel du paysage. Alors, certains épis de fêtage vont aussi avoir une fonction plutôt symbolique pour protéger la maison et la famille qui y vivait. On connaît notamment des exemplaires dans certaines villes qui contenaient des flasques d'eau bénite à l'intérieur, et puis d'autres cas où les épis de fêtage étaient bénis avant d'être installés sur la toiture. Alors pour l'époque moderne, voire plus tardive, contemporaine, ce sont souvent les arts décoratifs ou l'inventaire du patrimoine qui les étudient, et on les retrouve souvent dans les études d'art populaire et beaucoup plus rarement dans les études archéologiques. Alors à la période médiévale, ce sont des éléments qui sont presque exclusivement glacurés pour le nord de la France et pour les Flandres. Beaucoup d'épis ne vont avoir qu'une seule couleur, et s'il y a plusieurs couleurs, eh bien, cela témoigne d'un certain luxe. Et on verra que la forme de l'épi, elle suit une certaine mode. Et cette mode, notamment, qui pour la période médiévale est répandue dans le nord de l'Europe, pour les Hauts-de-France, la Flandre et l'Angleterre, puisqu'entre le XIIIe siècle et le XVe siècle, ils appartiennent au mouvement nord-européen dit de la céramique très décorée. J'en profite pour vous annoncer qu'il y aura donc un colloque au mois de juin 2025 qui abordera justement la question de ces épis de fêtage et sur leur symbolique. Alors, ces éléments, pour la céramique très décorée et pour les objets donc dits très décorés, se caractérisent par une glaçure associée à des formes en relief. Donc, ça fonctionne très très bien pour les épis de fêtage. Alors, un des éléments les plus emblématiques pour le Beauvaisis, pour la période médiévale, c'est très certainement ce cavalier, cet épi qui est conservé au musée départemental de l'Oise. Alors, il est recouvert d'une glaçure jaune intégrale et mesure un peu plus de 56 cm de hauteur. Le cheval, qui est représenté ici, porte une véritable armure composée de flancherets, d'un poitrail recourbé et de jambières, et n'a non pas un caparaçon comme on peut souvent le lire dans les ouvrages. Le personnage, lui, tient un bouclier sur lequel est représenté un blason qui est gravé. Il a également une épée, donc on ne voit pas ici, mais qui est sur son flanc gauche. Le homme est ouvert et le personnage porte des cottes de mailles et des solerets au niveau des pieds. Alors, d'après les experts locaux, il a été daté du XIIIe ou du XIVe siècle en fonction de ses vêtements, mais d'après les experts des épis de fêtage, donc grand débat, il serait plutôt daté du XIVe siècle ou du XVe siècle. Alors, il s'agit ici d'une pièce de commande, probablement réalisée par des potiers locaux du pays de Bray. En tout cas, la pâte employée, qui est beige et claire, ressemble bien à celle des ateliers de Savigny, bien que rien ne permette de l'affirmer. Alors, de manière générale, les épis de fêtage sont réalisés en plusieurs étapes. Ils sont d'abord disposés sur une tuile fêtière, puis sur un élément porteur, soit un socle, soit une pointe creuse et tubulaire qui va dépasser de la tuile, et on la devine ici un petit peu sous le cheval. On va emboîter dessus l'épi de fêtage.
Puis le socle et l'ornement vont être scellés par du mortier ou par un tenon en céramique. Alors, les épis qui sont en ronde-bosse sont composés de plusieurs éléments fabriqués séparément. Ils vont être modelés, puis assemblés. Et quand on observe bien ici, on remarquera que tous les éléments sont assemblés autour du corps du cheval. Alors, le cavalier qui est employé ici est un symbole de prestige social et culturel, puisque ce chevalier, protecteur et garant des lois. Mais il faut savoir qu'ils ne sont pas forcément toujours employés uniquement sur les demeures aristocratiques, puisque pour la bourgeoisie urbaine, cela aussi renvoie à l'image plutôt courtoise et chevaleresque. Alors, il y a à l'époque médiévale de nombreuses représentations de chevaliers, et les épiphétages, comme ceux qu'on a vus auparavant, avec des cavaliers, donc, ne sont pas rares, notamment dans les grandes villes du nord de la France et du nord de l'Europe. On retrouve des représentations aussi sur des carreaux de pavement ou encore sur des salières. Et tous ces éléments, hormis le carreau de pavement, appartiennent au mouvement de la céramique très décorée. Alors, pour en revenir à cet épi, il s'agirait probablement d'un épi provenant du château de Sarcus, situé au nord-ouest de Beauvais, donc c'est près de Grandvilliers. Un château détruit en 1834 par ses propriétaires et acheté au XIXe siècle par M. Aubigan lors d'une vente publique, qui en a ensuite fait don au musée départemental. Cependant, le blason, qui est représenté ici, donc qui montre 4 fleurs, n'est pas celui de Sarcus, puisque normalement, celui de Sarcus, c'est 4 merlettes qui sont représentées. Donc rien ne permet d'affirmer avec certitude que cet épi était bien sur le château de Sarcus. Alors là, vous voyez un épi de fêtage médiéval particulièrement bien conservé. Souvent, les épis de fêtage sont retrouvés de manière très fragmentaire, car ce sont des objets tombés des toits, ce qui va rendre donc l'identification très difficile, et parfois il y a même des risques de confusion avec une céramique classique. Alors pour Beauvais, il y a peu de découvertes en contexte archéologique pour les épis de fêtage, et quand on regarde aussi les représentations iconographiques, qu'elles soient médiévales voire même modernes, de la ville, eh bien on voit très peu de représentations avec des épis de fêtage. Alors voici le seul épi de fêtage médiéval qui a été retrouvé vraiment de manière archéologique par le service départemental de l'Oise. Et donc je suis certaine que vous avez tous reconnu un oiseau. D'ailleurs, je remercie Sandrine Mouni pour l'identification, puisque je n'avais pas identifié cet animal. Ici, donc, il a une tête cassée, son aile et sa queue sont ébréchées, une aile qui était repliée au niveau du dos. Alors, il est recouvert d'une glaçure verte et c'était un épi vraiment de petite dimension puisque cet oiseau mesure 12 cm de longueur pour 4 cm de hauteur. Alors, la partie inférieure sur laquelle reposait cet épi est donc aujourd'hui, le socle a disparu. Alors, je vais vous montrer un parallèle beaucoup plus tardif, mais voici à quoi pourrait ressembler un épi de fêtage avec un oiseau. Alors, il s'agit d'une découverte qui a été réalisée dans un remblai daté du XIIIe siècle et c'est l'une des découvertes d'épis de fêtage les plus anciens pour la période médiévale, notamment en Hauts-de-France, puisqu'il n'y a pas d'épis de fêtage antérieur au XIIe siècle. Alors, il a été réalisé dans une pâte qui est grise et qui se rapproche tout à fait des productions locales, encore une fois. Alors, cet oiseau, qui pourrait être un pigeon, n'est pas un élément rare, puisqu'on retrouvait souvent des épis de fêtage sur les pigeonniers. Ils vont servir d'appât ou de leurre pour faire revenir les pigeons. Les oiseaux aussi sur les toitures vont avoir des places très importantes, puisque les oiseaux sont les hôtes des toitures et ils vont donc servir de modèle. Et puis enfin, on est au Moyen-Âge, donc il y a une symbolique qui va être très forte, puisque l'oiseau, à la période médiévale, va symboliser l'élan, l'envol, mais aussi, par extension, le voyage astral. Donc il n'y a rien d'anodin de le trouver sur un bâtiment du palais épiscopal, ou en tout cas sur un bâtiment extérieur qui pourrait être rattaché au palais épiscopal, car encore une fois, il s'agit ici d'un point de connexion, si on veut pousser l'interprétation plus loin, entre le ciel, la terre et le divin et l'humain.
Alors, on va revenir sur des épis de fêtage un peu plus agréables à regarder. Voici 2 exemplaires, bien connus également, qui proviennent de l'actuelle rue Philippe de Beaumanoir, anciennement rue Sainte-Véronique. Ils sont conservés donc au musée départemental de l'Oise. Alors, ils ont été retrouvés au XIXe siècle sans contexte réel de découverte, donc rien ne permet d'assurer vraiment qu'ils proviennent de cette rue. Alors, ils ont été tous les 2 datés du XVIe siècle, mais je reviendrai sur la datation juste après. Alors, ils sont réalisés dans une pâte beige avec une glaçure jaune, rouge, parfois rehaussée de vert. Et il pourrait tout à fait s'agir de production locale, probablement encore une fois des ateliers de Savigny. Ils mesurent entre 54 et 58 cm de hauteur et sont disposés sur ce système de socle creux qu'on a pu voir juste avant. Et à l'arrière, on voit une attache, un large trou supplémentaire qui témoigne probablement d'une attache supplémentaire. Alors, le personnage qui est ici représente un joueur de vielle qui tourne une manivelle. Il a une épée à la ceinture et a été souvent interprété comme étant un musicien militaire. Bon. Le joueur suivant est un joueur de lyre ou de harpe à 5 cordes. Son costume est complété par un couteau qu'on ne voit pas sur le côté, mais qui est sur son côté gauche, au niveau de son dos. Et il a une bourse, juste ici, sur laquelle est représentée une coquille Saint-Jacques. Alors, ces épis anthropomorphes pourraient être tout à fait le témoignage de la catégorie sociale du propriétaire. Et d'ailleurs, dans la rue Sainte-Véronique se trouvaient entre autres des maisons canoniales, bien sûr la chapelle Sainte-Véronique, des maisons de religieuses. Donc on est dans une rue qui a contenu quelques bâtiments quand même assez aisés. Alors ce sont des épis de fêtage qui sont issus de la tradition médiévale et encore une fois de la céramique très décorée, même si on est au XVIe siècle. À partir de la fin du XVIe siècle, pour la Renaissance, les épis de fêtage vont plutôt avoir des influences italianisantes avec des motifs de couronne, de fleurs de lys ou encore de pommes. Alors, pour la période du XVIe siècle, deuxième moitié du XVIe siècle et XVIIe siècle, aucun exemplaire n'est attesté pour Beauvais, mais il est impossible ici de ne pas mentionner cet épi de fêtage qui est conservé aujourd'hui au musée de Sèvres. Alors, cet épi il provient de l'ancienne collection de la Herche et proviendrait de Beauvais, donc, qui a été retrouvé au XIXe siècle. Il représente un joueur de chalémie. Donc, le chalémie, c'est un instrument à vent de la famille des hautbois. C'est un épi qui mesure plus de 61 cm de hauteur. Alors, il est difficile de ne pas faire l'analogie entre cette pièce et les pièces précédentes, tant pour la stylistique que pour la technique de production, qui sont tout à fait similaires. Cependant, cet épi de fêtage, qui semble bien provenir des ateliers du Beauvaisis, encore une fois, rien ne permet de l'assurer, a été daté suite à des analyses thermoluminescentes du début du XVIIe siècle. On peut donc s'interroger sur la réelle datation des 2 épis conservés au musée départemental de l'Oise, qui seront donc peut-être plus tardifs que le XVIe siècle. Alors, on va maintenant avancer dans le temps et pour le XVIIe siècle, on n'a aucune découverte archéologique d'épis de fêtage à Beauvais qui permettrait de confirmer cette datation. Alors, l'épi suivant, lui, se rattache plus au XVIIIe siècle. Donc, comme je vous disais, on avance chronologiquement. Et cet épi va présenter des caractéristiques complètement différentes des épis vus précédemment. Il a été retrouvé en 2005 sur une opération réalisée place des Halles, dans le comblement d'une fosse datée des XVIe et XVIIe siècles. Ce personnage, il représente un moine que l'on identifie bien grâce notamment à sa couronne monastique, mais il a également son habit, sa tunique qui est resserrée par un cordon. Et puis, quand on regarde derrière, vous voyez le départ d'une coule, donc une sorte de capuche caractéristique. Au niveau de son cou, il porte un collier, lequel on peut imaginer se termine par une croix qui était détenue dans les mains du personnage, qui est donc en prière. Il a également sur le côté des clés qui sont représentées.
Alors, il est recouvert d'une glaçure marron réalisée au manganèse qui rappelle la glaçure des céramiques du Beauvaisis datant du XVIIIe siècle, d'où sa datation. Alors, la couleur employée pourrait être tout à fait volontaire, choisie pour rappeler la tunique des bénédictins, laquelle était de couleur noire. Il s'agit ici vraisemblablement d'un moine de l'ordre de Saint-Benoît, dont l'immense abbaye à Beauvais était située dans le quartier Saint-Lucien, donc site de l'actuelle préfecture. Alors, il n'est pas possible actuellement de déterminer si cet épi de fêtage était disposé sur un bâtiment de la place des Halles, ni d'établir un lien avec un éventuel propriétaire. Alors, au cours du XVIIIe et XIXe siècle, les exemples de personnages sont particulièrement courants pour toute la France. Et ici, je vous ai mis des exemplaires qui proviennent du Grand Est ou également de la Dordogne. Donc, on a un militaire ou une femme en prière. Alors, il est possible que l'étude des terres cuites architecturales qui proviennent, et notamment aussi de la céramique, qui proviennent du chantier de l'actuel théâtre, actuellement en cours d'étude, puisse amener des nouveaux éléments et peut-être, qui sait, des épis de fêtage. Alors, pour la période contemporaine, la céramique architecturale va connaître un nouvel essor dès le XIXe siècle. En effet, à cette période, elle va perdre de son aspect symbolique. Alors, elle n'a pas toujours une fonction utilitaire, même si elle protège donc toujours ou masque le bois des charpentes. Elle va essentiellement devenir ornementale ou un témoignage du propriétaire. Désormais, elle est présente sur les toits, les façades et encore dans les jardins, occupant l'ensemble de l'espace extérieur d'un bâtiment. Et voici donc les différents éléments caractéristiques de cette période où on retrouve fêtières, épis de fêtage, apparaissent ce qu'on appelle les frontons de rive. On a encore des accessoires fonctionnels. Désormais, il y a des éléments de jardin et des éléments divers comme des gargouilles en céramique ou encore des plaques d'entrée. Justement, pour les éléments de jardin, voici un fragment qui provient d'une statue, laquelle était bien réalisée donc, dans une pâte à tuiles. Donc là, on est vraiment sur un produit issu d'une tuilerie et qui représente un visage de personnage, enfin un visage, on ne voit que les cheveux ici, qui se terminent par des boucles. Ce fragment a été retrouvé en 2011 près du centre commercial du Jeu de Paume et il a été retrouvé dans le comblement d'un canal du 19e siècle. Il y a de fortes probabilités pour que cette statue date du 19e siècle. Alors, elle était très probablement posée à l'extérieur d'une maison située près du boulevard Saint-André. Alors, pour Beauvais, c'est la seule découverte de ce type et elle reste particulièrement anecdotique. Alors, pour l'époque contemporaine, les autres découvertes archéologiques pour Beauvais n'ont pas toujours fait l'objet systématique d'une mention ou d'une étude. Alors, il est donc impossible de déterminer à quelle fréquence on va les retrouver. On retrouve régulièrement des fragments lors des études. On va donc se tourner vers la collection Fernand Wateuve, qui est détenue par la ville et qui compte près de 250 occurrences de terre cuite architecturale, lesquelles sont désormais toutes réunies dans une base de données. Et elles vont permettre pour ce soir d'illustrer, en tout cas, les produits de la période contemporaine et les exemplaires les plus complets qu'on trouve régulièrement en opération archéologique. Alors, parmi elles, on retrouve les fêtières à crête, vous voyez, qu'on voyait déjà à la période médiévale et qu'on connaît maintenant depuis l'Antiquité. Alors ici, ces fêtières à crête, elles peuvent être vernissées et il pourrait tout à fait s'agir de production pour ces exemplaires de Nourart-le-Franc, des Tuileries qui sont à 30 km au nord-est de Beauvais, vers Saint-Just-en-Chaussée. Et elle daterait de la première moitié du XIXe siècle. Donc ça, on trouve régulièrement des fragments en fouille. Viennent ensuite tout ce qui est mitre, que l'on retrouve également pendant les opérations archéologiques. Alors, celle de droite, il n'y a pas vraiment de décoration, mais ici, vous remarquerez une décoration de cœur ou tout simplement de flammes qui rappellent un petit peu les cheminées. Viennent ensuite tout ce qu'on appelle les produits rouges. Ce sont des produits liés au secteur du bâtiment et du génie civil.
Ces produits rouges vont regrouper les tuiles, les briques, les carreaux et de très nombreux éléments décorés. Alors ici, impossible de dresser toute la liste. Alors ce qui est intéressant, c'est que désormais, ce sont des céramiques qui financièrement vont être accessibles à tous et beaucoup plus de personnes vont pouvoir les acheter. Alors, les plus connues sont celles du groupe des Tuileries de Beauvais, un groupe qui a été fondé lors du dernier tiers du XIXe siècle. Alors, les céramiques qui sont décoratives ont été réalisées dans une pâte à tuiles, la même que pour les tuiles mécaniques, et réalisées à partir de moules. Alors voici quelques types de ces productions que l'on retrouve également régulièrement dans les opérations archéologiques, avec notamment des bordures de jardin qui sont bien en relief, et puis aussi des éléments de fleurons. Comme ici, vous avez des exemplaires qui proviennent de la toiture de la maison Grébert, qui ont été retirés lors de la restauration de la toiture. Et ce fleuron donc, représente, avec un motif de palmette, de fleurs et de volutes, et il est bien daté du début, cette fois, du XXe siècle. Alors, il s'agit bien d'une production locale et probablement des tuileries également de Beauvais. Alors, ces fleurons, ce sont des pièces en série que l'on retrouve sur l'arête du toit et que l'on trouve sur tout type de bâtiments, même les plus modestes. Et si vous avez l'occasion de vous promener dans Beauvais et de lever les yeux, eh bien aujourd'hui, vous pouvez encore en voir de nombreux exemplaires en place et puis d'autres qui n'existent plus aujourd'hui. Alors, au cours du XIXe siècle, les céramiques architecturales vont occuper diverses places au sein des bâtiments. Ainsi, la tuilerie Leclerc du Port et compagnie, qui était située au Vivier d'Angers, c'est le lieu-dit de la commune d'Ansambray, va, vers la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, produire des animaux en relief pour les toitures, les façades et les jardins des bâtiments. Et ici, j'attire votre attention sur la représentation de chiens en statue. Et c'est justement cette statue qui a été retrouvée au 18-20 rue Villiers de l'Isle-Adam lors d'une fouille réalisée en 1992. Alors, ce chien est bien réalisé en pâte rouge, une pâte à tuiles mécaniques. Il mesure environ 50 cm de hauteur. Alors, c'était une statue pour mettre soit dans les jardins, les cours, et également encadrer les escaliers. Alors, cet exemplaire a été retrouvé hors contexte, donc il n'y a pas vraiment de localisation précise. Alors, les tuileries Leclerc du Port et compagnie ont aussi réalisé des épis de fêtage copiés sur les fêtages, les productions de fêtage normands, notamment les épis de fêtage de Bavans, situés dans le Calvados. Ils vont d'ailleurs réaliser un catalogue qui va être intitulé « Poterie normande modernisée ». Et en 1875, ils vont déposer un brevet d'invention pour la poterie artistique appliquée à la décoration architecturale et pour l'horticulture polychrome. Voici un exemplaire retrouvé 31 de la rue Saint-Lucien en 2018 et qui pourrait tout à fait provenir de ces productions des tuileries Leclerc et compagnie. Cet élément se caractérise par une pâte rouge, donc on est bien sur la pâte à tuiles mécanique. Il est recouvert d'une glaçure ou d'un vernis vert. Et il provient de remblais ou de colluvions qui pourraient être aussi bien d'une maison donc de la rue Saint-Lucien ou d'une maison de la rue de Calais qui se trouvait juste à côté. Ce fragment d'épi date probablement de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. Alors, il représente, puisque là il est très fragmentaire, un chardon, où vous remarquerez la partie intermédiaire, le reste de l'épi est cassé. Il n'y a pas de réelle valeur, vraiment d'image symbolique, puisque le chardon représente la vertu protégée par ses piquants. C'est aussi un symbole de l'austérité, donc aucun rapport avec la protection de la maison. Voici un exemple d'épi de fêtage, alors cette fois avec une sapinette qui est représentée pour le début du XIXe siècle, ce qui permet un petit peu de se donner une idée de comment pouvait être également ce type d'épi de fêtage. Le renouveau de la céramique polychrome est apparue dans la deuxième moitié du XIXe siècle, comme on a pu le voir. Elle va être alors employée dans l'architecture,
en réponse au style haussmannien, lequel est sobre, monotone, rigoureux. Les formes et les couleurs vont donc régulièrement fleurir désormais dans l'architecture. Déjà en 1840, des brevets de faïence dites ingerçables et gélives sont déposés. Donc c'est désormais des faïences aussi bien résistantes au feu qu'au froid. La céramique architecturale décorative va donc se développer dans ce contexte, notamment dû à l'avancée et au progrès technique. Par exemple, dans les pâtes des céramiques, on va augmenter le taux de silice, ce qui va permettre d'obtenir une meilleure vitrification de l'argile et qui va donner ce qu'on appelle des grès vitrifiés particulièrement résistants. Alors, il va y avoir aussi de nombreuses expositions universelles, dont la plus célèbre, celle de 1889. Aussi, le développement des ventes sur catalogue qui vont faciliter la diffusion et la renommée des produits. Et d'ailleurs, de nombreuses manufactures vont se développer, de manufactures de céramique architecturale, comme, pour ne citer que les plus connues, celles de Choisy-le-Roi, Ivry, Sarreguemines ou encore Mer dans la Loire. Et c'est ainsi qu'entre 1890 et 1931, de nombreuses maisons de Beauvais, de nombreux édifices vont être décorés avec de la céramique architecturale. Alors, à l'époque, il y avait un dialogue entre l'architecte, le céramiste et le maçon, ce qui va permettre de donner notamment la restauration de nombreuses maisons anciennes, suivant la mode des styles néo-gothique et néo-renaissance. Alors, Auguste de la Herche, dans le dernier tiers du XIXe siècle, va déjà réaliser des céramiques architecturales. Mais c'est bien sous Charles Grébert que le plus grand nombre de restaurations vont avoir lieu. Et on va notamment restaurer des maisons, des maisons anciennes qui vont copier un peu la maison dite aux faïences que l'on a pu voir précédemment. On va jusqu'à rénover des maisons à pans de bois du XVIe siècle en rajoutant des carreaux de style ancien sur des maisons qui n'avaient jamais eu de décoration. Auparavant, donc en 1866, déjà, la maison Grébert mentionne la fabrication de terre cuite pour le bâtiment. À cette époque, c'est donc Pierre Grébert qui s'occupe de la manufacture. C'est sous 1900-1905 que cette fois Charles Grébert, c'est une histoire de famille, va s'associer avec Tabary et Commien pour créer la manufacture de grès de Beauvais, de faïence, de terre cuite pour l'architecture. Et Charles Grébert va particulièrement se spécialiser dans la céramique architecturale. À partir de 1905 jusqu'à 1933, Charles Grébert va être tout seul et il va travailler à la manufacture qui se trouve au 63 rue de Calais. Cette manufacture, donc qu'on va revoir par la suite, et de nombreuses façades de la ville vont être notamment le fruit du travail de Charles Grébert. Alors, il y a d'autres bâtiments, qu'ils soient publics ou privés, qui vont être décorés par la céramique de Charles Grébert dans le reste de la France, comme à Paris, Saint-Quentin, Toulouse, Albi ou encore en Normandie. Et puis, bien sûr, dans l'Oise, il y a d'autres endroits. L'habillage de la façade du 63 rue de Calais a été réalisé en 1911. Et ici, c'est le magasin de l'entreprise qui est conservé. Alors, il est recouvert de grès flammé, d'éléments monumentaux en demi-ronde-bosse et ainsi que de lézards en relief qu'on verra plus en détail par la suite. Et il y a bien un panneau sur la façade qui mentionne décoration architecturale. Alors, cette manufacture, elle a compté jusqu'à 35 employés. En 1962, bien après le décès de Charles Grébert, la production sera totalement arrêtée, le site sera démoli puis transformé en garage. Alors, si je me suis attardée sur l'histoire de la manufacture Grébert, c'est parce que ce site a été fouillé en l'an 2000 par le service archéologique municipal de Beauvais. Et ce soir, c'est donc le seul bâtiment lié à la fabrication de terre cuite architecturale qui peut être présenté. Alors, de rares vestiges de bâtiments ont pu être distingués lors de la fouille.
Et les principaux vestiges mis au jour sur l'espace central de la parcelle se composent d'aires de dessiccation et de pourrissage de l'argile, donc ici en rouge orangé. Il y a également un puits en bleu. Et cette large structure circulaire, qui est la mieux conservée, qui mesure 5,90 m, couverte et réalisée en briques. Donc c'est un broyeur à argile ou à chamotte. À l'intérieur de celle-ci, plus d'une centaine de pièces ont été retrouvées, mélangeant à la fois céramique décorative d'intérieur et céramique architecturale, ainsi que quelques moules en plâtre. Alors, parmi les autres structures, il y avait également un four qui était un four à grès, identifié uniquement par des restes de laboratoire et un alandier. Seulement, il n'était pas été possible de rentrer de voir la chambre de cuisson, puisque les aménagements tardifs liés à la transformation du site en garage ont empêché donc d'accéder à l'intérieur du four. Alors, 2 tessonnières ont également été retrouvées sur la manufacture, mais elles ne contenaient pas de céramique architecturale. Alors, il est à noter que des dalles en béton du temps du garage protégeaient encore en 2002 les vestiges qui n'ont été que partiellement fouillés. Alors, il avait été évoqué à l'époque d'effectuer par la suite des relevés afin de comprendre la disposition des différents secteurs, mais il semblerait que ces relevés n'aient pas été effectués. Alors, au total, ce sont 270 éléments en terre cuite architecturale qui ont été retrouvés. Alors, l'étude complète n'a pas encore été effectuée et vous verrez, donc les photos présentées ne sont pas toujours de très bonne qualité et il n'y a aucune échelle sur les photos. Les céramiques découvertes sont soit sous forme de biscuits, soit émaillées. Et ces céramiques, elles étaient réalisées à partir de moules bivalves qui permettaient d'obtenir des pièces de série ou des éléments richement décorés. Ces moules, ils étaient en plâtre poreux afin d'absorber l'eau de la pâte. Et le plus dur, en fait, c'était la réalisation de ce moule, puisqu'ils étaient réalisés à la main et non pas par presse mécanique, comme c'était le cas dans les autres grandes manufactures françaises. Alors, l'élément qui a été le plus souvent retrouvé, ce sont les cabochons, ces petits éléments décoratifs en saillie qui s'inscrivent dans un autre relief qui est le plus souvent circulaire. Ces cabochons, ils mesurent entre 2 cm et 6 cm de diamètre. Ils peuvent être ou simples, parfois juste circulaires, ou alors en relief, représentant des motifs d'étoiles ou encore de fleurs. Les couleurs, elles ont été obtenues par l'emploi d'oxyde métallique appliqué par trempage. Donc, on va avoir l'usage d'oxyde de fer, de cobalt, de cuivre, de manganèse, nickel ou chrome, ce qui va donner ces émaux qui vont être jaune, vert, bleu, marron ou encore rose pour certaines pièces. Généralement, il y a eu 2 cuissons pour les exemplaires terminés. La première, elle était à basse température et la deuxième à plus haute température, ce qui va donner une surface vitrifiée. Et c'est ainsi qu'on a une céramique qui résiste aux températures extérieures. C'est une céramique dite gélive. Alors, sur les façades, les cabochons peuvent être soit encastrés, soit mis en relief, comme ici, vous voyez, sur cet exemple de villa qui est situé à Mers-les-Bains. Les éléments suivants sont des rosaces, qui sont donc des grands classiques des façades beauvaisiennes. Ce sont des rosaces à encastrer qui mesurent 17 cm de hauteur. Et il y avait également des rosaces qui n'étaient pas encastrées, juste à fixer sur la paroi. Les éléments suivants sont les frises. Ils ont été retrouvés en grand nombre, soit fragmentaires, soit complets. Ce sont des frises de composition rectangulaire avec des motifs très variés. On a soit des végétaux, soit des fruits ou encore des fleurs, comme ici ce motif de tournesol. Alors en général, une frise complète, ça mesure entre 19 et 25 cm de longueur. Alors le répertoire, il est extrêmement riche, varié, et il va s'inspirer des motifs Art Nouveau, entre autres. Il va y avoir une source d'inspiration qui va être puisée dans la nature et l'usage du langage floral, notamment à partir des années 1900-1905. Et puis on a également une inspiration antique, comme ici avec ces feuilles d'acanthe.
Alors, ce sont des éléments que l'on retrouve donc très fréquemment sur les différents catalogues de vente de la manufacture Grébert, ce qui est très pratique pour dater ces découvertes. Alors, les frises, elles sont particulièrement courantes sur les maisons du Beauvaisis, comme ici, par exemple, la frise au tournesol ou encore ces frises avec des motifs de cerises. Alors, le motif de flèche, ici, a été utilisé également d'une autre manière, puisqu'il est ici percé à certains endroits et a été utilisé comme claustrat pour permettre l'aération de la maison. Alors, viennent ensuite les métopes en relief, où l'on va retrouver les éléments typiques de l'Art nouveau, avec des fleurs, comme ici, ou encore des végétaux, parmi lesquels des couronnes de feuilles, des feuilles de vigne, ou encore ce très rare motif de trèfle. Alors, les hémétopes sont des éléments carrés ou rectangulaires, qui sont à différencier des carreaux, parce que les carreaux, en fait, sont des éléments plats. Alors, on a également des éléments qui peuvent être géométriques, motifs à spirale, en forme d'étoile, en forme d'ove, et puis quelques métopes qui sont en relief avec un décor plus rouge. Et les derniers éléments sont ceux représentant les animaux, donc lézards, papillons ou encore escargots. Alors, les plus petits modules mesurent entre 7 et 10 cm de côté et les plus grands entre 15 et 20 cm. On les retrouve sur tout type de façade. Voici par exemple des exemples de villas situées au Crotoy ou encore à Reims où on retrouve ce motif serpentiforme ou ces éléments de feuilles de vigne. Et puis à Beauvais, bien évidemment, où on peut les retrouver sur de très nombreuses façades. On peut s'amuser à les chercher. Viennent ensuite ce qu'on appelle les listelles, des éléments en relief étroit qui s'utilisent pour les bordures et les encadrements. Ils mesurent entre 10 et 20 cm de côté, avec des motifs de torsade ou bien de boules en relief. Donc, ils sont disposés sur des briques pour mieux s'insérer sur la paroi. Et vous voyez ici donc l'exemplaire, cet exemplaire qui encadre ce relief de Saint-Antoine, enfin cette statue. Alors, il y a également quelques morceaux d'appliques cloisonnées qui ont été retrouvés. Ces appliques qui vont former des décors muraux indépendants, composés d'une ou plusieurs pièces en émail polychrome, comme on peut retrouver ici encore sur la frise des tournesols. Ce sont des carreaux qui sont livrés complètement assemblés et qui vont être prêts à poser directement sur le mur. D'un point de vue technique, vous voyez que le décor étant creux, en fait, ça permettait d'éviter que les émaux se mélangent lors de la fabrication du panneau. Alors, plus anecdotique, on trouve ensuite ce qu'on appelle des cartouches. Donc, ce sont de simples panneaux que l'on retrouve également sur les catalogues de vente. On a également des balustres. Alors là, les deux exemplaires du haut font plus de 50 cm de hauteur, tandis que celui du bas, alors l'apparence est trompeuse, il fait 8 cm et demi de hauteur pour une longueur de 18 cm. Donc c'est vraiment une mini balustre, c'est purement décoratif. Viennent ensuite quelques découvertes de clés d'arc, ici en forme de tête de Bacchus, une plaque ogivale avec un décor végétal, des mascarons avec des motifs de faune qui rappellent encore une fois l'Antiquité. Et puis, ce fragment de claustrat, où on pourra reconnaître le motif dit au chardon, lequel est récurrentement employé sur les façades et que l'on retrouve également de manière plus complète au musée départemental de l'Oise. Et enfin, pour terminer, impossible de faire la passe aussi sur la céramique de jardin. Et on y trouve quelques vases monumentaux, des bordures, mais aussi des jardinières, bien que, alors là c'est le moule de la jardinière, bien que celle-ci pouvait être disposée ou à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. Alors si la plupart des maisons de Beauvais avec des décors de céramique pour la période Grébert n'ont pas été détruites lors de la guerre, ce qui va expliquer qu'on n'en retrouve quasiment aucun témoignage en fouilles archéologiques.
Alors, il y a cependant l'exemple de la maison Estou, qui était anciennement située au 51 rue Nivillers, donc à Beauvais, qui a été détruite en septembre 1943. Et aujourd'hui, donc, ces carreaux, qui représentent des plumes de paon, sont conservés dans un musée qui est situé en Sologne. C'est aujourd'hui un des rares musées qui propose, c'est le musée Cérabrique, qui propose de voir de la céramique architecturale. Alors, pas besoin forcément d'aller en Sologne. Vous aurez l'occasion en 2025 de pouvoir voir quelques-unes des productions, enfin quelques-uns des productions que je vous ai montrées auparavant en photo, donc issues de la manufacture Grébert, dans le prochain centre d'interprétation d'architecture du patrimoine qui ouvrira ses portes dans le quadrilatère, donc d'ici peu. En attendant, je vous invite à vous promener dans les rues de Beauvais, d'admirer encore les façades Grébert qui sont bien conservées, lever les yeux encore plus haut pour chercher la tradition des épis de fêtage, laquelle on a pu voir se perpétue donc depuis l'époque médiévale et aujourd'hui donc notamment grâce aux réalisations des artisans et des potiers locaux, voire même des potiers normands comme ici, sans oublier que bien avant le XXe siècle, des décorations architecturales en céramique ornaient les façades des maisons et des édifices beauvaisiens, d'une tradition qui était donc héritée depuis l'Antiquité, témoignant l'usage de céramique architecturale en relief et en couleur. Et on peut aussi se prêter au jeu, bien sûr, de regarder les cartes postales du 19e siècle où on voit plein d'épis de fêtage, mais qui sont très probablement pas en céramique, mais plutôt en zinc ou en cuivre. Donc il faut continuer à chercher. Et donc, si vous levez les yeux pour les chercher, surtout dans la rue, faites attention où vous mettez les pieds. Et c'est sur ces bonnes paroles que je vous remercie. Merci Lauriane pour ce bel exposé. Effectivement, tu as lu dans mes pensées, parce que j'allais justement parler de l'ouverture du Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, donc un CIAP, un équipement qui est nécessaire à toute ville d'art et d'histoire. C'est un label que Beauvais a obtenu en 2012. Et quelques céramiques de Grébert, donc quelques éléments des cabochons, des petits carreaux, seront présentés dans ce CIAP pour illustrer justement les maisons beauvaisiennes, donc à ouvrir au quadrilatère au printemps 2025. Et effectivement, aussi réannoncer, même si tu l'as fait pendant la programmation, que ta conférence amorce un petit peu un sujet qui aura lieu l'année prochaine, en juin 2025, avec le colloque de la céramique très décorée que Beauvais accueille en juin. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser à Lauriane, en profiter de sa présence. Un petit peu aller au-delà de l'exposé, je pense que le rayonnement de cette céramique architecturale du 19e et puis du début du 20e siècle a été très très loin quand même en France et même à l'étranger. Hein. Si on prend par exemple les villas balnéaires, qu'on trouve dispersées, vous avez dû citer Mers-les-Bains, etc. Mais bon, tout le long de la côte atlantique, on retrouve comme ça, partout, des décors de céramique de très très grande qualité, voire des panneaux complets, parce que, évidemment, de riches propriétaires, bien entendu, les commandaient ici à Beauvais, je crois. Bon. Et puis même, il y a des exemples en Argentine, dans les pays d'Amérique du Sud. C'est pour dire quand même le rayonnement qu'a eu toute cette période très très intense et qui était connue, je pense, essentiellement grâce aux expositions universelles qu'on organisait, qui était quand même un moteur de l'industrialisation, des arts décoratifs absolument extraordinaires en cette deuxième moitié du 19e siècle et ce début du 20e siècle jusqu'à la guerre de 14 à peu près. Voilà ce que je voulais préciser, c'est un rayonnement qui a été, j'oserais dire, mondial quand même, parce qu'on est toujours surpris, on dit tiens là, ça me dit quelque chose, ben oui, ça vient d'ici. Oui, tout à fait. Après, il y a Beauvais, mais il y a beaucoup de manufactures en France qui ont fait de la céramique architecturale pour ces périodes-là et qui ont diffusé notamment. Mais oui, tout à fait.
Je suis le propriétaire de la charcuterie Grébert à Voisin-Lieu. J'ai réussi à déterminer à peu près à quel moment la céramique avait été posée sur la façade, puisque en comparant avec les cartes postales de l'époque, ça a été daté à peu près entre 1912 et 1914 avant la guerre, donc ça correspond approximativement à la façade de la maison Grébert rue de Calais. La question que je me pose, c'est quelle était, en tout cas pour ma maison, la fonction de cette céramique. D'abord parce que c'est une boutique qui n'était pas forcément une charcuterie à l'époque, mais une boutique simple, quoi, dans un quartier assez pauvre. Et pour quelles raisons on a décidé de recouvrir cette maison de céramique? Est-ce que c'est pour des raisons hygiénistes, comme pour des boucheries, des charcuteries qu'on trouve un petit peu partout en France, ou est-ce que c'est pour d'autres raisons? Si vous aviez une réponse à ma question, ça me plairait bien. Alors, le côté hygiénique, ça c'est fort possible. Effectivement, je vois d'autres endroits, notamment sur l'île, une poissonnerie à l'époque de style Art Nouveau qui est recouverte aussi de ce type de décor, aussi bien en façade qu'à l'intérieur du bâtiment. Donc là, c'est possible que ça soit pour l'hygiène. Après, peut-être que c'était quand même le propriétaire. Alors, il y a peut-être un lien, soit il était peut-être riche, soit il y avait peut-être un lien avec la famille Grébert. Non, pas riche. Alors là, après, mais il n'a pas un lien avec quand même Grébert, un lien particulier. Quelqu'un de proche. Oui, mais bon, après, elle est plus ancienne. Enfin, elle est installée là, mais bien avant. Donc, il y a peut-être un lien à creuser de ce côté-là. Après, effectivement, c'est assez étonnant que cette charcuterie, justement, soit recouverte de ces... Mais oui, à Lille, le bâtiment, c'est l'huîtrière. Donc, c'est la poissonnerie. Après, c'est dans le centre et c'est quand même un bâtiment assez riche. Bon, c'est un bâtiment assez riche. Aujourd'hui, mais à l'époque, est-ce que ça l'était vraiment? C'est pas sûr. Pas sûr. Alors, je ne sais pas. C'est à creuser, effectivement. Pas d'autres questions? Alors moi, j'en ai une, parce que j'ai découvert justement que les tuiles fêtières à décor de Crète, oui. Ça remonte depuis l'Antiquité. C'est uniquement décoratif ou il y avait une fonction? Purement décoratif. Donc c'est un décor qui n'a pas évolué pratiquement pendant 2000 ans. C'est ça. C'est exactement ça. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous libérer. J'en profite quand même pour vous rappeler justement qu'au début de ces 2 mois d'architecture et du patrimoine. Ce week-end, notamment, va être assez riche en programmation, puisque vous pouvez retrouver le service archéologique municipal à la Fête de la Science, qui se déroulera à la médiathèque du centre-ville samedi. Dimanche, nous proposons aussi plusieurs actions dans le quartier épiscopal autour des différents chantiers, avec à 15h une conférence réalisée dans la Basse-Œuvre par l'architecte en chef des monuments historiques qui mène actuellement les travaux sur la cathédrale et qui présentera, faute de pouvoir visiter les travaux, puisque c'est un chantier assez particulier qui est très en hauteur, avec aussi des matériaux tels que du plomb qui nécessitent des mesures d'hygiène. Donc, faute de pouvoir vous emmener, il vous fait une conférence dans la Basse-Œuvre à partir des photographies qu'il a prises là-haut pour expliquer le chantier et les travaux qu'il mène actuellement et qui mèneront à une étape importante pour le patrimoine de Beauvais, puisqu'à terme, l'objectif est d'enlever les étais de la cathédrale. Et suivra 2 visites. Vous avez une visite proposée notamment par les médiateurs du quadrilatère autour de la cathédrale et du quadrilatère, d'un chantier à l'autre, et aussi au MUDO, musée de l'Oise. Le directeur conservateur vous propose une visite autour des restaurations des objets qui ont lieu depuis peu, justement en vue de la réouverture du palais épiscopal. Donc voilà, ça c'est pour la programmation de cette semaine. Et puis n'hésitez pas à prendre le programme à l'entrée de l'auditorium du mois de l'architecture du patrimoine. Et la prochaine conférence est un peu particulière le 24 octobre, puisque ce sera un ciné-débat, je vous l'annonçais tout à l'heure, autour d'un film qui est Touche et Terre et qui aboutira ensuite sur un débat sur l'architecture en terre cuite. Je vous remercie beaucoup de votre présence et puis un grand merci à Lauriane encore.